c'est la conclusion par Emmanuel. Merci à tous. Et voilà, Emmanuel, je vous en prie, si vous voulez bien conclure. Alors, je ne veux pas conclure parce que je peux t'ouvrir des perspectives, dire mon ressenti sur cette table ronde. Et c'est Madame Brun-Pourletta qui conclura, comme c'est la règle dans ce genre de réunion, si vous voulez. Donc, en préalable, rien que le fait d'avoir tenu cette table ronde avec tous les acteurs qui sont ici, je trouve que c'est quelque chose de novateur et qu'on n'aurait sans doute pas pu faire il y a quelques années. On sait bien qu'il se passe quelque chose de majeur sur l'agriculture biologique. Voilà. Il a été beaucoup dit en début de réunion que peut-être était-on dans un effet de mode sur la bio. Alors peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un peu un effet de mode qui nous a porté. Mais fondamentalement, je pense que l'on a dépassé cela. Je pense qu'on a dépassé cela parce qu'il y a une attente sociétale qui s'exprime de façon très forte aujourd'hui, qu'on appelle le développement durable, en gros, et l'agriculture se trouve au premier chef de ces attentes-là. Donc profondément, je pense qu'on est en train de construire un nouveau modèle, qu'on est en train de muter le modèle agricole qui avait été mis en place dans les années 60 sur la base de la pénurie alimentaire. Souvenons-nous de ça. Approvisionner les citoyens consommateurs français tout simplement pour ce qu'ils aient à manger avec des revenus faibles, donc au prix bas. C'était ça le modèle. Nous sommes en train de muter. Dans cette mutation, sur la bio, il faut quand même dire qu'il y a un cadre. Il y a un cadre, c'est le pacte Ambition Bio, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, où nous avons signé ce pacte, contractualisé avec l'État et l'Europe, le Conseil régional, l'ensemble des acteurs. On peut critiquer à la marge ce qui est dedans, si vous voulez, mais c'est quand même un cadre, c'est une feuille de route qui nous dit qu'on doit arriver à 20% de production et d'approvisionnement sur le marché. Donc s'il y a 20% en bio, ça veut dire qu'il y a 80% qui n'est pas en bio. Ça modifie beaucoup de choses sur la constitution des prix. On est sur 20%. Le modèle agricole mute, mais le modèle de la commercialisation et de la mise en marché, il est aussi en train de muter. Le modèle que vous représentez, monsieur le directeur de Carrefour. Les hypermarchés, j'entends dire, et je lis dans la presse, que la rentabilité de ce modèle français et de ce paradigme français de l'hypermarché, il est en train de s'effondrer, et que c'est pour cette raison-là que les GMS créent ou recréent ce qu'on appelait des épiceries autrefois, mais des petites supérettes de proximité, je crois que ça s'appelle Carrefour Market chez vous. Parce que les restes ne sont pas rentables. Donc vous venez chercher de la rentabilité, mais les agriculteurs qui vivent en bio, ils veulent aussi vivre du bio. Voilà, donc on est dans la mutation profonde de notre modèle, qui est appelé de ses voeux par le citoyen consommateur. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui change. Donc il y a le marché, il y a la RHD, il y a les ventes directes, il y a les magasins spécialisés. Il y a aussi, issu des Egalim, la restauration hors domicile, qui est dans la main de nos élus politiques. On a ici pour le département de la Haute-Vienne et du Conseil régional, les départements et les régions. S'il y a une demande des citoyens et une volonté des élus politiques pour que nos enfants, dans ces cantines-là, aient accès à une alimentation bio et locale, bio ou locale, agri-locale, là, c'est une volonté politique. On n'est plus sur une question de prix. C'est-à-dire que les collectivités peuvent payer, effectivement, le surcoût, mais pour l'ensemble de la filière, pas que pour les agriculteurs, d'ailleurs. S'il y a cette volonté, donc on peut le faire, c'est possible. Donc il faut déjà séparer les choses. On est dans une segmentation, on n'est pas sur le tout bio, n'importe quoi, n'importe comment. Donc ça change beaucoup de choses. Mais globalement, ce qui change, c'est le paradigme des valeurs. Et on ne fera plus l'alimentation des Français comme on le faisait au temps de papa. Je crois que ça s'est révolu. Je crois profondément que c'est révolu, pour tous les acteurs. On demande des comptes aux agriculteurs, c'est bien normal, les gens veulent savoir ce qu'ils mangent. Le consommateur, il veut une alimentation saine, c'est pour ça qu'il demande du bio. Toutes les enquêtes de consommation que l'on fait aujourd'hui nous disent que le consommateur, si on lui prouve que c'est bio, si on lui prouve que c'est local, il veut bien payer un peu plus. Mais il nous dit qu'il veut bien payer un peu plus si ça va dans la poche de l'agriculteur, parce qu'il sait quand même, il ne connaît pas l'agriculteur, il ne sait plus les métiers du vivant, mais il sait que l'agriculteur, il ne gagne pas bien sa vie. Le consommateur citoyen le sait, ça. Et là-dessus, on a les états généraux de l'alimentation. Alors ça a été exprimé à plusieurs fois. Volonté du président de la République, cette loi, on change le paradigme. Donc la valeur d'ajustement, celui qui est corvéable à merci ou le citron complet, c'est plus l'agriculteur. Il faut qu'on s'occupe de lui parce qu'on n'en a plus beaucoup, qui vivent très mal. Et donc, il faut s'occuper du prix payé à la production.
Là-dessus, les États généraux nous ont dit 2 SMIC. 2 SMIC de rémunération pour le producteur. Mais ce n'est pas 2 SMIC, on ne va pas faire ça dans toutes les filières. Hein. Ce n'est pas le prix minimum. Ce que dit la loi, c'est au-dessous de ça, c'est honteux. C'est plus possible. Un agriculteur ne peut pas s'installer, investir, faire vivre sa famille, travailler tous les jours de l'année pour moins de 2 SMIC. La société ne peut plus accepter ça. La société, ce sont des enjeux sociétaux. Ce n'est plus possible. Et donc, par rapport à ça, il va falloir de la transparence. On l'a dit ce matin, pour retravailler ce qu'on ne sait plus faire dans les interpros. Alors, à l'interbio, on se connaît, mais il y a aussi toutes les interprofessions nationales pour production où il va falloir quand même qu'on regarde ce qui se passe. Et il va falloir instiller de la transparence. Nous avons missionné, nous, les agriculteurs bio, pour que les chambres d'agriculture calculent ces coûts de production. Mais si nous donnons nos coûts de production, il faudra que tous les intermédiaires donnent aussi leurs coûts et les metteurs en marché aussi. Il faudra une transparence sur l'ensemble de la filière alimentaire, agroalimentaire, jusqu'au consommateur. Et effectivement, le consommateur citoyen, je pense, demande aujourd'hui cette transparence. Et je rappelle que, alors ça a été dit souvent, commerce équitable Nord-Nord, c'est sans doute une boussole qu'il faut qu'on garde présent à l'esprit. C'est un très bon indicateur. Il faut remettre de l'équitable. La croissance bio à l'état de chiffre aujourd'hui pour aller vers 20%. Donc je pense que ça nous permet à tous les acteurs de faire cela et d'être, à mon avis aussi, un petit peu exemplaire pour l'ensemble des autres filières, parce que même si on arrive à 20% de l'agriculture bio, l'agriculture française en bio, ou Nouvelle-Aquitaine, il y en aura quand même 80% qui n'y sera pas. Donc je pense que nous sommes un petit peu quelque part des défricheurs. Il y a une marche en avant là-dessus, et que nous devons être, par rapport aux valeurs intrinsèques que porte la bio, nous devons aller vers ça, et que les acteurs qui nous rejoignent dans la bio, parce qu'il y a de l'argent à faire aussi, et parce que c'est le seul relais de croissance qu'ils peuvent y trouver, eh bien, ils ne doivent pas venir avec leurs pratiques anciennes que l'on connaît, mais ils doivent venir en intégrant les valeurs de l'agriculture biologique. C'est notre particularité, c'est notre raison d'être, et ce sera dans ce sens-là que nous travaillerons très démocratiquement, en prenant l'avis de tout le monde, en discutant, mais je crois qu'on doit avoir présent à l'esprit ces objectifs communs, parce qu'aujourd'hui la société nous le demande. Voilà les quelques mots d'impression que je voulais vous dire à la fin de cette journée, et je vais demander à Madame Brun, pour l'État, de bien vouloir conclure nos travaux. Bon, Monsieur le Président, vous avez tout dit en fait, donc bon, je vais essayer d'être relativement courte. D'abord, merci de m'avoir invité à cette journée que j'ai trouvée effectivement très riche, tant dans les interventions que dans les débats qui ont émergé. Ces débats, ils sont vraiment, je dirais, dans la lignée de ce qu'a souhaité impulser le gouvernement par les États généraux de l'alimentation, hein, sur toutes les questions de la répartition de la valeur, la construction du prix. Et c'est vrai que dans la filière bio, on est vraiment, comme vous l'avez dit, à une charnière. Vous avez rappelé le changement d'échelle. Moi, j'ai noté que M. Farino, et c'est la première fois, je crois, à l'entendre, que ce marché de la bio n'était pas même un marché de niche. Moi, j'ai beaucoup entendu ça jusqu'à présent. Donc, je crois qu'il y a vraiment un constat partagé, une prise de conscience que aujourd'hui, ce n'est plus qu'un effet de mode et c'est vraiment un marché à part entière qui peut créer de la valeur, qui doit créer de la valeur pour l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc ça moi, c'est ce que j'ai retenu. Bon, sur le constat partagé, je retiens donc ce changement d'échelle, je retiens ce besoin de former juste prix, tant pour l'agriculteur que pour le consommateur. Et puis la notion de temps. Vous avez vraiment tous eu ce consensus pour dire que, y compris représentant de la grande distribution, donc ça c'est à noter, qu'il fallait du temps pour une montée en puissance. Alors oui, il faut du temps, mais il ne faut pas non plus, il faut prendre son temps, mais il faut que vous arriviez à vous structurer assez rapidement parce que vous l'avez bien vu, c'est un marché où il y a une demande et aujourd'hui la demande elle peut être comblée par d'autres produits que les produits français et locaux et donc vous savez bien que c'est une inquiétude pour vous bien évidemment.
En termes de pistes d'action, moi, ce que je retiens, c'est que la question qui se pose, en tout cas, c'est la question de la segmentation du marché, vous l'avez très bien dit. On a parlé restauration collective, en direct, grande distribution, enseigne spécialisée, grande distribution généraliste. Et donc, la question, ça va être du positionnement du prix. Quel positionnement de prix ? Une des pistes, c'est de dire Lyon, le bio au local, mais on a vu, c'est pas forcément suffisant. Il y a la notion du commerce équitable Nord-Nord qui est de plus en plus prégnant. Je trouve que c'est une idée qui monte en puissance avec certaines initiatives. Je citerai C'est qui le patron, qui s'est inséré dans les circuits de distribution traditionnels. Et ça, je pense qu'il faut arriver sans doute à... c'est une réflexion que vous avez aujourd'hui, à voir comment on l'inscrit un peu dans le dur. Est-ce que c'est dans des stratégies de marque, dans des cahiers des charges? Mais c'est un enjeu, il me semble, assez essentiel pour vous. En termes de pistes d'action, d'outils, beaucoup ont été cités. La contractualisation pluriannuelle avec un prix, un volume, une indexation de réactualisation de ce prix, la gestion des risques, bien entendu. Et je vais citer les aides, mais en tout cas, tous ces outils sont des outils qui sont discutés tant à l'échelon national qu'européen pour l'ensemble d'ailleurs des filières agricoles. Mais je crois que c'est important. Enfin, moi, j'ai noté en tout cas que vous aviez en tout cas cette interrogation et que c'était des outils qui étaient pour partie déjà appropriés par certaines filières. Et je crois que ça, c'est un point très positif. Parce que la contractualisation, en particulier la transparence, vous l'avez même parlé de transparence, enfin, je crois qu'il y a quand même des choses très très fortes qui ont été dites aujourd'hui. Moi, il me semble que ça permet aussi ensuite aux agriculteurs de se concentrer sur leur vrai métier, enfin sur leur métier... l'essence de leur métier, qui est de produire, et de produire, certes, on sait pourquoi on produit, pour quel marché, mais voilà, c'est quand même assez exigeant et ça demande du temps. Donc la transparence du marché, ça permet aussi aux producteurs de se concentrer sur son métier. Vous seriez déçus si je ne vous parlais pas évidemment des aides à la bio. Donc là-dessus, comme vous le savez, on a connu depuis 3 ans d'importantes difficultés de retard de paiement de ces aides. Il ne faut pas les occulter. Une petite lueur d'espoir est qu'aujourd'hui, on est en train de rattraper le retard. Les aides de 2015 ont été payées aujourd'hui, 2016 à 70%, 2017 à 30%. Je dirais que ce n'est pas encore suffisant, mais voilà, ça s'accélère et les DDT, comme vous le savez, font leur maximum pour rattraper ce retard. Et donc les aides 2018 vont retrouver un calendrier plus normal, donc avec un paiement au premier trimestre 2019. Alors même si ce n'est pas aujourd'hui totalement satisfaisant, mais en tout cas, sachez que les services de l'État sont pleinement mobilisés pour rattraper ce retard. Voilà, petit point, mais je crois que c'était important de le faire. Aussi, moi, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que l'État se désengage du fait de ces retards sur le soutien à l'agriculture biologique. Il faut savoir que l'engouement qu'il y a pour ce secteur fait que les budgets ont explosé, on va dire, enfin les besoins budgétaires ont explosé. Pas les budgets évidemment, parce qu'on a des contraintes budgétaires. Et oui, ils suivent. Ils suivent. Moi, je rappellerai quand même que 210 millions d'euros ont été mis entre 2015, enfin vont être mis et sont mis entre 2015 et 2020 pour soutenir la bio, en plus des aides de la politique agricole commune qui, je le reconnais, elles aussi ont subi des retards, mais c'est quand même des montants qui sont significatifs. Et l'État reste le premier cofinanceur national de l'agriculture biologique. Maintenant, il est vrai que du fait de ces marchés qui tirent, l'État souhaite se recentrer sur les aides à la conversion. Et je crois que ça, il faut se le dire. Donc il est important que, du fait de cette croissance des marchés, vous puissiez vous structurer par le biais des interprofessions, par le biais des groupements de producteurs, comme ça a été évoqué également, pour pouvoir tirer le meilleur profit de la croissance de ces marchés. Je pense qu'il faut être clair, il ne faut pas compter sur les aides. Il faut que cette agriculture soit durable, pérenne dans le temps, et ça veut dire que les prix doivent être rémunérateurs. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis je terminerai donc par un vœu que je formulerai auprès des têtes de réseau, c'est-à-dire que moi je me félicite du travail que vous avez amorcé sur ces indicateurs de
relatifs aux coûts de production. Et donc, évidemment, moi, je vous invite à poursuivre ces travaux, notamment par le biais de la Chambre, dans le cadre de l'ORAB, parce que ça permet cette transparence que chacun appelle de ses voeux. Voilà, je ne serai pas plus longue. En tout cas, merci pour ces travaux. Je crois que c'est aussi, moi, je voulais saluer la présence d'un représentant de la grande distribution, parce que c'est assez rare en tout cas dans une instance organisée par les chambres pour le noter. Et donc, c'est un signe, je crois aussi, du travail de construction, vous l'avez dit, de co-construction que la grande distribution souhaite faire. Donc, moi, je pense que vous êtes sur des bons rails. Il ne faut pas non plus être complètement naïf, mais des stratégies collectives des agriculteurs, une solidarité collective, je pense que c'est ça vraiment la clé qui vous permettra de tirer le meilleur profit de cette croissance qui est là, en tout cas. Merci. Merci à vous.